plantons le décor pour quiconque se joint à notre exploration d'aujourd'hui. Imagine un peu la scène, on est à Mayfair. Le quartier hyper exclusif de Londres. Voilà. Une soirée mondaine, particulièrement chic. L'atmosphère à l'intérieur elle est très sophistiquée, presque feutrée. Les costumes élégants, le champagne. C'est ça. Des serveurs qui circulent avec des plateaux d'argent, de verres qui trinquent. Et la raison de ce rassemblement dans ce bâtiment super cossu, c'est la célébration d'une victoire commerciale massive. On parle d'un tout nouveau contrat de 240 millions de livres sterling. Avec le ministère britannique de la Défense, oui. Et c'est là que ça devient frappant si tu fais quelques pas vers la sortie et que tu regardes juste à l'extérieur de cette bulle. L'ambiance n'est pas du tout la même sur le trottoir. C'est le chaos total. Des manifestants sont rassemblés, ils scandent des slogans enflammés et lancent des accusations directes de génocide en direction des fenêtres. C'est un contraste d'une intensité vraiment saisissante. Ouais. Et au centre de ce tourbillon, à l'intérieur de cette réception, se trouve la cible de notre analyse d'aujourd'hui. Palantir. Une entreprise technologique américaine colossale. Et souvent entourée de pas mal de mystères, il faut le dire. Elle s'est littéralement frayé un chemin jusqu'aux plus hautes sphères de l'État britannique. Alors, pour mener à bien cette analyse, notre base de travail repose sur une enquête journalistique extrêmement fouillée. Publiée par le média indépendant Declassified UK. Exactement. La mission de notre discussion, c'est de percer le voile de cette entreprise et de comprendre très précisément le rôle de Palantir au Royaume-Uni. Parce que c'est complexe. Absolument. Il s'agit d'examiner comment les outils analytiques de cette firme américaine lient d'un côté les données de santé civile et de l'autre les décisions militaires les plus critiques. Et ensuite, on va devoir cartographier les réseaux d'influence. Des réseaux très denses, oui, qui relient la direction de cette entreprise aux élites politiques britanniques. En fait, ce que cette enquête révèle, c'est une architecture où la technologie de traitement de données fusionne avec l'appareil d'État. Littéralement. D'accord. Alors, décortiquons tout cela, car il y a beaucoup de couches à soulever. Je suis ravi de plonger là-dedans avec toi. Moi de même, je suis prête. Commençons par ce contrat de 240 millions de livres sur 3 ans avec le ministère de la Défense britannique, le MOD. Celui qui a motivé la fameuse réception à Mayfair. C'est ça. Officiellement, le but affiché dans les communiqués, c'est la, je cite, « modernisation de la défense britannique ». Un mot valise assez classique. Complètement. Mais concrètement, sur un champ de bataille ou dans un centre de commandement, que fait réellement la technologie de Palantir pour l'armée russe? C'est vraiment la question centrale, hein. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de fournir de nouveaux fusils ou des blindés. Non, on est dans le logiciel. Selon les documents analysés dans l'investigation, Palantir fournit l'architecture même de la prise de décision. Le système vise à soutenir les choix stratégiques, tactiques et opérationnels en direct. En direct. Donc en temps réel? Ouais. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer la guerre moderne non pas comme un affrontement physique, mais d'abord comme un immense flux d'informations. Des drones qui envoient des vidéos? Des satellites qui capturent des images? Des troupes au sol avec des GPS? Des radars, tout ça? Le problème d'une armée aujourd'hui n'est pas le manque d'informations, c'est l'infobésité. Trop de données tue la donnée. Exactement. L'intelligence artificielle et les algorithmes d'analyse de Palantir servent d'entonnoir et de traducteurs universels. Ils ingèrent toutes ces données très disparates, repèrent les schémas et permettent d'identifier des cibles potentielles hyper rapidement. Et j'imagine que l'étape d'après, c'est l'action. Oui. Le système aide à déterminer, de manière quasi instantanée, quelles ressources ou quelles armes utiliser pour frapper ces cibles. C'est ce qu'on appelle la boucle capteur-tireur, non? C'est tout à fait ça. Et le but absolu est de réduire cette boucle de quelques minutes à quelques secondes. Donc, si je résume, au lieu d'avoir une grande salle remplie d'analystes humains qui croisent des cartes papier, des rapports radio, en transpirant sur des tableaux blancs, un algorithme digère tout cela en temps réel pour suggérer une action létale. c'est fou. C'est le cœur du ciblage militaire assisté par ordinateur. Et il y a un grand mais. Il y a un autre chiffre dans cette enquête de Declassified UK qui mérite qu'on s'y arrête. Un chiffre qui concerne la santé. Ouais. Le gouvernement britannique n'a pas seulement ouvert les portes de son armée à Palantir. Le Royaume-Uni leur a attribué pas moins de 11 contrats dans le domaine de la santé publique, au sein du NHS. Le National Health Service. Et la valeur totale de ces contrats médicaux atteint 244 millions de livres sterling. Ce qui dépasse presque le contrat militaire qu'il célébrait. C'est dingue! Qu'est-ce qu'une entreprise spécialisée dans le renseignement et le ciblage militaire vient faire dans la gestion des lits d'hôpitaux? La réponse, elle réside dans la nature même de la matière première. La donnée. Le NHS possède une caractéristique incroyablement précieuse pour une entreprise de la Silicon Valley spécialisée dans l'IA. Contrairement aux États-Unis, par exemple? Tout à fait.
Aux États-Unis, le système est complètement fragmenté entre des milliers d'hôpitaux privés, d'assureurs. Mais le NHS est un système public totalement centralisé. Donc tout est au même endroit. Voilà. Il regroupe les dossiers médicaux détaillés de plus de 65 millions de résidents. Diagnostics, prescriptions, fréquences d'hospitalisation, les codes postaux des patients. Une vraie mine d'or. Une mine d'or analytique inégalée pour une firme dont le modèle d'affaires exige des quantités astronomiques de données pour entraîner ses algorithmes. Et il faut s'arrêter une seconde là-dessus pour clarifier les choses pour notre audience. L'État britannique ne confie pas simplement le stockage de ces données à Palantir. Non, pas du tout. Il y a une différence fondamentale entre louer des serveurs pour stocker des dossiers et confier la couche analytique à une entreprise externe. C'est hyper important de faire la différence. Héberger des données, c'est agir comme un entrepôt. Ce que Palantir fournit, c'est l'intelligence, le cerveau qui donne un sens à ce qui se trouve dans cet entrepôt. Le logiciel qui fait les liens. C'est ça. Il crée ce qu'on appelle une ontologie. C'est un terme un peu technique qui signifie essentiellement la création d'un langage commun. Le logiciel prend le rythme cardiaque d'un patient à Manchester, les stocks de paracétamol à Londres et l'occupation des lits en Écosse, et il lit tout ça. Pour faire quoi? Des prédictions. Oui, prédire des crises sanitaires, optimiser les listes d'attente, allouer les ressources. La donnée devient interopérable. Et c'est là que l'architecture technologique révèle son ironie, qu'il s'agisse du rythme cardiaque d'un citoyen civil ou des coordonnées thermiques d'un char d'assaut ennemi. Pour la machine, ce sont juste des variables mathématiques à relier. Le moteur algorithmique fondamental est strictement le même. Cette dualité troublante entre les soins et les frappes militaires nous ramène directement à l'agitation devant cette soirée à Londres. Les manifestants, ils ne criaient pas à propos du système de santé. Non, leur question pressante concernait le conflit à Gaza et le rôle de l'IA dans ce contexte. Qu'est-ce que l'enquête révèle à ce sujet? Les journalistes soulignent un point de comparaison crucial. La formulation employée dans le contrat de défense britannique ressemble trait pour trait à la description de la technologie que Palantir fournit actuellement à l'armée israélienne. Trait pour trait. Oui. Un expert des Nations Unies, cité dans les sources, a défini la capacité fournie par Palantir à Israël comme une, je cite, « intégration en temps réel des données du champ de bataille pour la prise de décision automatisée ». Ce qui est exactement l'offre de valeur faite au MOD britannique. Au mot près, cette similarité crée un pont direct entre les bureaux de Londres et les opérations militaires au Moyen-Orient. Ce qui soulève inévitablement la question des systèmes d'IA dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. L'enquête mentionne Gospel et Lavender. Oui, ce sont deux programmes très spécifiques. Comment ils fonctionnent? Et quel est le lien exact avec Palantir? Gospel et Lavender sont des systèmes d'intelligence artificielle utilisés par les forces de défense israéliennes. Mécaniquement, ils fonctionnent sur le principe de la probabilité algorithmique. Au lieu d'avoir un humain qui enquête? C'est ça. Au lieu qu'un officier étudie un suspect pendant des semaines, le système avale d'immenses bases de données, métadonnées téléphoniques, images satellites, groupes de messagerie. Tous les mouvements géographiques. L'IA cherche des modèles, des patterns et attribue ensuite un score à des individus déterminant la probabilité qu'une personne soit liée à une organisation militante. Et le système suggère ensuite ces individus comme cibles. C'est l'automatisation de la liste de ciblage. Mais l'enquête est précise sur un point. Palantir a catégoriquement démenti avoir créé ces deux programmes. C'est leur ligne de défense officielle. Palantir nie formellement toute implication dans le développement de Gospel ou Lavender. Mais alors, d'où vient la controverse? La complexité vient des déclarations de leur propre direction. Alex Karp, le PDG de Palantir, a publiquement admis qu'une partie de la technologie de son entreprise était effectivement utilisée par l'armée israélienne dans le contexte actuel. Attends, comment ces deux réalités peuvent coexister? Tu peux pas dire que tu participes pas au programme de ciblage tout en te vantant que l'armée utilise ta tech. Exactement. Palantir pourrait très bien fournir le système d'exploitation ultra puissant, la fondation qui permet à d'innombrables bases de données militaires de communiquer. Les militaires peuvent ensuite développer leurs propres applications, comme Lavender, pour tourner sur cette fondation. Donc Palantir n'a peut-être pas codé l'algorithme qui choisit la cible. Mais leur architecture de données pourrait être ce qui permet à cet algorithme d'avoir accès aux informations nécessaires. C'est fascinant. Et ça nous amène au profil du PDG, Alex Karp. L'enquête le décrit comme un personnage qui détonne vraiment. Oui, il se présente souvent comme un progressiste. Il rappelle qu'il portait le kéfier à l'université. Mais quand il parle de Palantir, sa rhétorique est une franchise presque brutale. Il ne fait pas dans la dentelle. Contrairement aux autres patrons de la tech, qui disent vouloir connecter le monde, Karp déclare ouvertement que le but est de rendre ses partenaires militaires les meilleurs du monde. Il va même plus loin.
Oui, il dit que ça implique de fournir la technologie pour, je cite, « faire peur à nos ennemis et, si nécessaire, les tuer ». Cette absence totale de vernis pacifiste, c'est vraiment la marque de fabrique de Palantir. Ils assument leur vocation d'armurier numérique. Mais cette posture génère des frictions ailleurs, pas seulement au Moyen-Orient. L'enquête rappelle les controverses aux États-Unis, notamment avec l'ICE, l'agence de l'immigration. Pour les expulsions, Oui, la technologie de Palantir aurait été utilisée pour planifier des raids en croisant des bases de données pour localiser des sans-papiers. Il y a eu de vastes allégations de violation des droits humains. et de l'autre côté du spectre, on trouve des États qui disent tout simplement non. L'exemple le plus parlant dans le rapport, c'est l'armée suisse. La Suisse a examiné la plateforme et a catégoriquement refusé de l'utiliser. Pourquoi une nation européenne neutre rejette-t-elle ça en bloc? La question centrale, c'était la souveraineté des données et la sécurité nationale. L'architecture de Palantir s'imbrique tellement profondément dans le système nerveux d'une organisation que ça soulève des craintes d'indépendance. Confier le cœur de l'analyse militaire à une firme américaine privée? Les autorités suisses ont estimé que c'était un risque inacceptable. Qu'advient-il si la politique américaine change? Y a-t-il des portes dérobées, des backdoors dans le code? Même sans aller jusqu'à l'espionnage, la simple dépendance a été jugée incompatible avec leur sécurité nationale. C'est un rejet net et précis. Ce qui crée un contraste absolu avec le Royaume-Uni. La Suisse ferme la porte à double tour et Londres leur confie son armée et la santé de ses citoyens. C'est là qu'on doit aborder le mécanisme humain. Comment Palantir a réussi cette percée? Le grand manège des élites. Qui orchestre cette diplomatie au Royaume-Uni? Le personnage central s'appelle Louis Mosley, le directeur de Palantir UK. Un nom qui résonne dans l'histoire britannique. Oui, il est issu d'un lignage aristocratique et c'est le petit-fils d'Oswald Mosley, l'ancien leader de l'Union de British fascistes. Mais surtout, Louis Mosley est un ancien politicien conservateur. Il parle le langage de l'administration de Whitehall. Il n'est pas là pour coder, il est là pour ouvrir des portes. Et ses réseaux traversent l'Atlantique. Le cofondateur de Palantir, c'est Peter Thiel. Une figure titanique de la Silicon Valley. L'enquête souligne ses liens avec Jeffrey Epstein, avec qui il partageait une société de capital risque. Et l'un des amis très proches d'Epstein était Peter Mandelson. L'ancien ministre et ambassadeur de l'ère Tony Blair. C'est ici que l'influence se monétise. La société de Mandelson, Global Counsel, a été engagée par Palantir dès 2018 pour faire du lobbying auprès du gouvernement britannique. C'est ce qui soulève des inquiétudes chez certains parlementaires. Le mélange entre conseil stratégique et trafic d'influence diplomatique. Totalement. Et c'est là que l'anecdote de la soirée à Mayfair prend tout son sens. Ah oui, c'est le moment le plus fou de l'enquête pour moi. Les journalistes de Declassified UK n'ont pas pu entrer. Donc ils sont restés sur le trottoir sous la pluie. Et ils ont filmé les invités. Et ils ont appliqué un logiciel de reconnaissance faciale pour identifier les convives qui sortaient des voitures. L'outil de surveillance retourné contre l'industrie de la surveillance. C'est génial. Et ce qu'ils ont révélé, c'est l'ampleur du pantouflage. Le pantouflage, oui, cette porosité où de hauts fonctionnaires ou militaires quittent le public pour des postes lucratifs dans les entreprises qu'ils régulaient. Ou avec lesquels l'État signe mes contrats. Prenons l'exemple de Ben Mascal. Il est aujourd'hui responsable des affaires corporatives chez Palantir, UK. Mais avant ça, Il était conseiller spécial du ministre de la Défense et il a dirigé la communication de la première ministre Theresa May. donc son expertise, c'est son carnet d'adresses. Ouais. Et il y a aussi Polly Scully. Elle a passé 8 ans à des postes de direction au sein du ministère de la Défense avant d'être débauchée par Palantir. Le gouvernement forme ses experts, leur donne accès aux secrets et l'entreprise privée les recrute pour vendre ses services à leurs anciens collègues. On peut aussi citer Leo Docherty, un ancien ministre conservateur des forces armées recruté l'année dernière, ou Damien Parater, Barnaby Castro, Laurence Lee, tous des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense. Et la soirée ne s'arrêtait pas là. Les journalistes ont aussi identifié des dirigeants d'Amazon Web Services. Ce qui est logique, l'IA de Palantir a besoin d'infrastructures cloud massives. Et il y avait aussi des gens de Adyen, une boîte spécialisée dans les armes d'intelligence artificielle. Qui collaborent officiellement avec Palantir. C'est vraiment l'interconnexion de tout le complexe militaro-industriel. Si on prend du recul sur tout ça, le tableau est vertigineux. D'un côté, une firme privée gère les données médicales les plus intimes de 65 millions de civils britanniques. Et de l'autre, elle conçoit l'architecture logicielle pour engager des cibles mortelles sur le champ de bataille. Tout ça grâce à un réseau incroyable d'anciens politiciens et de lobbyistes, pendant que des pays comme la Suisse y voient un péril pour leur sécurité. Il faut bien rappeler d'ailleurs que notre but ici n'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points.
Non, absolument pas. Il s'agit d'exposer factuellement ces enjeux, sans prendre parti, d'après les rapports fournis. L'idée est de comprendre l'ampleur de l'influence de la tech sur l'État. C'est une cartographie du nouveau pouvoir. Et pour clore cette réflexion d'aujourd'hui, il y a un truc qui m'interpelle énormément. Dis-moi. Les journalistes ont dû utiliser la technologie de reconnaissance faciale depuis le trottoir pour percer à jour cette soirée privée entre politiciens et géants de la tech. Ça soulève une idée fascinante pour ceux qui nous écoutent. Laquelle? Si de simples citoyens utilisent l'IA et l'analyse de données pour surveiller ceux qui détiennent le pouvoir, que se passera-t-il lorsque ces mêmes géants technologiques auront totalement intégré ces outils de surveillance à chaque strate de l'infrastructure civile et militaire? C'est la question ultime. Finalement, dans ce nouveau monde de données, qui surveille véritablement les surveillants? C'est sur cette question qu'on va vous laisser méditer. Merci à tous les esprits curieux d'avoir plongé avec nous dans cette analyse approfondie.